Alors bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous ce soir. Au nom de la Toile des communicateurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de notre série des grands communicateurs organisée conjointement par la Toile et la TELUC. Alors bonne année aussi, parce que c'est la première fois que nous nous voyons cette année pour ma part. Et justement, l'année 2010, il y a plusieurs belles conférences qui s'en viennent. Permettez-moi de vous présenter le calendrier des conférences à suivre, celle-ci. Le 24 février, nous aurons M. Frédéric Gaudreau, travaille au bureau des coordinations des enquêtes sur les délits informatiques à la Sûreté du Québec. Il nous parlera de la police du cyberespace et de cybercriminalité. Le 31 mars, nous parlerons des intranets avec un spécialiste en la matière qui est M. Claude Malaison. Le 28 avril, ce sera au tour de Alain Giguère, le président de la firme de sondage de CROP, qui occupera cette tribune. Et nous terminerons le 26 mai avec Steve Proux, qui est journaliste indépendant et qui viendra nous expliquer justement pourquoi il a choisi cette voie du journalisme indépendant. Ce sera le 26 mai. Donc toutes ces conférences, bien entendu, elles ont lieu grâce à plusieurs de nos partenaires. Permettez-moi d'en citer les principaux. Il y a bien sûr la TELUC qui nous accueille ce soir ici, le canal Savoir qui diffuse nos émissions, et aussi l'appui bien sûr du public, des internautes qui nous regardent ce soir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous regarde depuis la Suisse, c'est ce que j'ai pu voir. Alors on dit bonjour jusqu'à la Suisse ce soir. Et aussi bien sûr des conférenciers qui viennent partager leur expérience et leur savoir parmi nous ici. Si vous voulez en savoir plus sur la Toile des communicateurs, je vous référerai tout simplement à notre site internet. L'adresse est derrière moi, toile.coop. Vous y trouverez de l'information sur nos activités, l'archive vidéo de nos conférences. Vous trouverez aussi les bulletins des communicateurs que vous pouvez consulter ou vous. La Toile, on est aussi présent sur plusieurs médias sociaux, les principaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Vous pourrez vous inscrire en groupe de ces différents sites web. La conférence de ce soir, on s'attend à ce qu'elle dure environ 45 minutes, sera suivie aussi par une période de questions, donc la parole sera à vous. Les gens sur Internet aussi, on vous a expliqué comment poser des questions, vous pourrez les envoyer à Denis qui les transmettra ici. On vous a remis un questionnaire aussi d'évaluation, prenez le temps d'y remplir. Sur Internet aussi, c'est toujours très important pour nous d'avoir un petit peu le pouls de comment sont reçues nos conférences. Et enfin, sur ce questionnaire, vous avez la possibilité d'y inscrire votre adresse de courriel. Alors, je vous invite à le faire si vous voulez si vous voulez être tenu au courant des activités de la Toile. On vendra votre courriel à personne. Vous, ça restera juste avec nous. Alors ce soir, nous parlerons d'une branche de journalisme qui est peut-être un petit peu moins sous les projecteurs que certaines autres. C'est le journalisme sportif. C'est un métier des plus passionnants, surtout comme on le vit aussi pleinement que notre invité de ce soir. Je résume très brièvement sa longue carrière, 35 années de journalisme sportif, radio, télé, dans à peu près toutes les chaînes et radios du Québec, du Canada, aussi bien en français qu'en anglais. Journalisme, animateur, chef d'antenne. On l'a aussi beaucoup vu et surtout entendu au Centre Bell. Il a été la voix officielle des Canadiens pendant plusieurs années. Il a couvert 15 Jeux olympiques et il s'en va dans les prochains jours justement à Vancouver couvrir ses 16e Jeux olympiques. C'est dire si c'est une personne occupée. À la veille de son départ, on le remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors je vous prie d'accueillir un de nos journalistes sportifs les plus renommés, les plus respectés au Québec, Monsieur Michel Lacroix. Bonsoir. Je vais tout d'abord me permettre de remercier bien sincèrement Denis Gilbert pour l'invitation qu'il m'a lancée il y a de cela plusieurs mois. J'ai grandement apprécié le moment que j'ai passé à l'université et dans une certaine mesure, j'ai l'impression aujourd'hui d'effectuer peut-être un retour dans le temps, de retrouver à la fois la quiétude, mais aussi l'animation des salles de cours. Je voudrais aussi souligner l'importance de la contribution de Jean-Pierre Desaulniers dans la démarche qui m'a permis, il y a quelques années, de prendre un recul par rapport à la quotidienneté du journalisme sportif et de conclure maîtrise ô longtemps envisagée. Il m'apparaît tout aussi important de mentionner l'impact de mes rencontres encore régulières et des discussions interminables qui s'ensuivent auprès des vénérables membres de ma profession qui ont eu et qui conservent toujours la patience de répondre à mes questions, tout en prenant plaisir à raconter aussi bien leurs pitreries que les moments qui sont les plus chers. Leur sens du partage m'a notamment permis de mieux saisir
l'essence même de la tâche que nous avons à accomplir, à savoir la diffusion de l'information sous ses différentes formes, en prenant bien soin de la présenter simplement, dans ses moindres détails, pour autant que cela serve l'intérêt du public et non l'intérêt d'un. J'espère aussi avoir avec moi la dernière de la 12e de version du texte que j'ai élaboré pour la rencontre. Je vous avoue être aussi distrait, dis-je, que brouillon. Je vous avoue avoir eu un mal de chien à mettre de l'ordre dans mes idées. J'avais rassemblé depuis un bon bout de temps plusieurs textes, articles qui, j'en étais convaincu, me serviraient ce soir. J'ai dépoussiéré plusieurs des ouvrages que j'avais acquis jadis et mélangé cette même poussière avec celle qui recouvrait d'autres livres achetés jusqu'à tout récemment sur le sport, sur les médias. Plein de sujets, plein de choses à dire et à redire. De l'ordre du discours de Foucault aux plus savantes explications sur une sortie de zone effectuée en croisée par un défenseur gaucher qui évolue du côté droit. Je ne voulais en fait rien vous épargner. Vous en êtes donc tiré à bon compte. J'ai plutôt décidé d'aborder cette conférence comme j'ai l'intention d'aborder la quarantaine d'heures que je passerai en compagnie d'Alain Goldberg lors des compétitions de patinage artistique les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010 à RDS et sur les stations du Consortium médiatique canadien de diffusion olympique. Comme je l'ai fait auparavant d'ailleurs avec d'autres analystes, dans d'autres lieux, lors d'autres jeux ou d'autres événements sportifs. Dresser la table, puis imaginer les questions que se posent les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs en fonction du spectacle sportif qui est présenté, et ensuite retransmettre simplement les réponses. Il y a une citation qui me revient à l'esprit à l'approche de chaque couverture sportive d'importance. La quasi-totalité de l'équipe était rassemblée dans les locaux de Télémétropole à quelques jours de notre départ pour les Jeux olympiques d'été de Barcelone en 1992. Nous étions réunis afin de recevoir les dernières recommandations du comité de direction. Avant que ne se termine la rencontre, le producteur délégué, Serge Arsenault, après avoir remercié les membres de la délégation technique, avait pris soin de garder dans la salle les animateurs, les descripteurs et les analystes. Le message qu'il nous avait adressé avait été très clair. Il nous faut présenter les meilleurs reportages qui soient. Et il n'y a pas des centaines de façons de le faire. Les analystes vont analyser et les commentateurs vont commentater. Un des problèmes du journalisme sportif provient de la confusion des rôles des intervenants, comme le mentionnait si justement Tourvillé dans les cahiers du journalisme en 2002. Comme quoi la situation n'a pas vraiment changé. Présentateurs, animateurs, commentateurs et consultants, comme se plaisent à qualifier nos collègues européens, ceux que nous avons, nous, si affectueusement ici surnommés les journalistes. Tout ce monde-là, donc, appelé à interpréter un rôle dans le cadre du sport-spectacle. Or, en voulant établir ces marques, se dénicher une place de choix dans la hiérarchie de ce petit royaume, un individu, très souvent, aura tendance à empiéter sur l'espace de son voisin. Les débordements sont fréquents, pas étonnant donc que les critiques soient à l'occasion extrêmement sévères. Il est impératif de clairement définir le rôle de chacun des intervenants. C'est ce que Goldberg et moi avions fait lorsque nous étions à nous préparer pour les Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer en 1994. Il m'appartenait d'abord de situer la compétition dans le temps et d'en établir les paramètres, présenter les patineurs ou les couples et de dresser la liste de leurs résultats antérieurs, de faire part des choix de musique, d'identifier les entraîneurs et les chorégraphes. Point à la ligne. Prochaine étape,
option Goldberg, qui par ses chuchotements, ses exclamations, ses silences, nous permettait d'accompagner les patineurs physiquement et mentalement du début jusqu'à la conclusion de leur programme. Reprise commentée des meilleurs éléments du programme, Goldberg. Lecture des notes, Lacroix. Analyse des résultats questions-réponses, Lacroix-Goldberg. Prochain patineur, ou une pause. Au terme d'un groupe de patineurs, résumé des meilleurs moments et explications techniques supplémentaires de Goldberg, afin de renseigner notre auditoire, puis recommencer le même processus. Je m'étais interdit d'interrompre ce processus de présentation, justement, tout en me laissant suffisamment de marge de manœuvre pour rectifier le tir au besoin. Il était hors de question, même en connaissant très bien les éléments techniques d'un programme, même s'il m'était possible de reconnaître toute la qualité d'un geste, que j'empiète sur le travail de mon collègue. Nous avons convenu de travailler de la sorte pour plusieurs raisons. Nous étions tout d'abord convaincus que cela nous assurait de diffuser globalement un reportage de meilleure qualité. Cela nous assurait aussi de respecter l'athlète, tout en permettant au public de mieux comprendre et de mieux apprécier la prestation. À chaque édition des Jeux, à chaque événement sportif, j'ai procédé de la même façon, avec comme unique préoccupation de respecter le téléspectateur, de l'informer et de faire appel aux meilleures des connaissances des analystes avec qui j'ai travaillé. Goldberg, Carnot, Petiot, Piquet, Desparbès, Robin ou Blanchard, peu importe le sport et l'envergure de la compétition, la méthode a toujours été même. Quels sont donc les pièges qui guettent ceux et celles qui entretiennent la confusion, dis-je, des rôles? Exemple A. Le commentateur assume la description et l'analyse du programme et réduit ainsi le spécialiste au silence. Il prive ainsi l'auditoire des connaissances qui ont valu à son collègue le droit d'être à ses côtés. La situation est tout aussi vraie lorsque l'analyste se substitue au commentateur en voulant fournir une preuve excessive de ses connaissances. Exemple B. Le commentateur commet une erreur d'interprétation dans le rôle qui ne lui est pas. Il ne s'agissait pas d'un triple boucle piqué et d'un double axel, mais bel et bien d'un double suivi d'un simple. Résultat, les spécialistes et plusieurs amateurs de patinage artistique vont aisément déceler l'erreur qui confirme l'incompétence du commentateur dans le domaine, à moins que l'analyste ne corrige immédiatement la faute en le plaçant ainsi dans une situation très fâcheuse. On ne veut jamais, au grand jamais, corriger un collègue en ondes. Et si jamais, pour ne pas justement envenimer les choses, l'analyste préfère s'abstenir de commentaires, il va perdre à son tour toute crédibilité auprès de ses pairs et d'une partie du public. La situation s'est produite dimanche dernier, lors de la diffusion d'un match de football de la NFL au réseau Fox. On me pardonne d'avoir écouté le match en anglais et non pas sur RDS. Je n'étais pas celui qui était responsable de ce choix de télédiffusion. Le quart arrière, donc, a été sévèrement plaqué. Une pénalité a été signalée. Le descripteur de jeu s'est empressé d'approuver la décision de l'arbitre. L'analyste, pour sa part, a été plus pondéré dans ses propos, soulignant qu'il n'y avait pas nécessairement matière à pénalité. Le descripteur est revenu à la charge, prétextant qu'il s'agissait de dangereuse. À la reprise, au ralenti, il a été établi que le joueur mis en faute avait amorcé son geste avant que le quart arrière ne décoche sa passe et que la pénalité, donc, n'aurait pas dû être imposée. La conversation à sens unique du descripteur s'est malgré tout poursuivie. On a senti effectivement que l'harmonie entre les deux personnes impliquées n'était plus tout à fait au rendez-vous. Il ne fait donc aucun doute que c'est Arsenault
qui avait raison. Les analystes vont analyser, puis les commentateurs vont commentater. Un autre problème du journalisme sportif vient du fait qu'on oblige les intervenants, tous rôles confondus, à naviguer continuellement entre le spectacle et les nouvelles. L'expression vient de Gérard Derez dans Les Cahiers du journalisme en 2009 et décrit parfaitement bien la situation. On confond les genres. On tente d'appliquer les règles élémentaires de l'information au sport-spectacle et on tente d'appliquer les règles du sport-spectacle à l'information. Ça ne fonctionne pas. Le sport-spectacle est un produit de consommation. Les médias sont des produits de consommation. Ils sont intimement liés à plusieurs égards. D'ailleurs, plusieurs grands événements sportifs ont vu le jour sous le parrainage de journaux, de la radio ou de la télévision. Cela a effectivement grandement favorisé la popularité de l'événement, médias concernés, et du commanditaire impliqué. Le Tour de France a ainsi vu le jour. Stefano Pivato, dans Les enjeux du sport, raconte ainsi l'histoire. En 1900, le constructeur de pneumatiques, Édouard Michelin, et le fabricant de bicyclettes, Adolphe Clément, fondent l'auto-vélo, avec ses 542 correspondants en France et à l'étranger. C'est certainement le premier journal, dit-il, sportif de dimension internationale. Dirigé par Henri Desgranges et Victor Godet, l'auto-vélo fut à l'origine de l'épopée du Tour de France en 1903. La grande boucle s'est révélée très rémunératrice pour les deux industriels qui l'avaient promu. Les statistiques le prouvent. Durant la première édition du Tour, le marché de la bicyclette connaît un essor sans précédent, se traduisant par une vente quotidienne de 65 000 vélos. Le journal, grâce au rapide succès de la course, atteint un tirage de 300 000 exemplaires en quelques années. L'auto-vélo est éventuellement devenu le journal d'équipe que plusieurs considèrent comme l'une des principales références en matière de journalisme sportif. Il n'est donc pas surprenant de voir de plus en plus de circuits de sport professionnels et d'équipes de sport se doter de leur propre réseau de télédiffusion afin de gérer comme ils l'entendent le produit dans son ensemble. Est-ce que ça signifie systématiquement l'élimination de la critique? Non. À titre d'exemple, notons le remarquable travail effectué par les commentateurs et reporters à l'emploi du réseau du baseball majeur lorsque le scandale sur l'utilisation des stéroïdes a éclaté. Plusieurs auraient cru que les autorités du baseball majeur allaient camoufler les faits. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Est-ce que toutes les situations critiques sont gérées de la sorte? Non. Certaines salles de rédaction ont vécu des moments difficiles, notamment lorsque le soccer professionnel français a connu des ratés dans les années 1990 à cause d'administrateurs tricheurs comme Bernard Tapie. La même situation s'est produite lorsque le Tour de France a retenu l'attention pour des problèmes de dopage. Est-ce qu'on doit dénoncer les tricheurs? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'encontre de la mise en scène du sport-spectacle. L'incertitude du résultat demeure l'un des éléments essentiels de la mise en scène du sport-spectacle. Les médias impliqués dans sa mise en scène suscitent et, dans une certaine mesure, maintiennent la demande. Ils assument la mise en intrigue de l'événement et exploitent sa réalisation au point de transformer certains aspects de la pratique sportive. Il est impératif que les médias dénoncent ceux qui ne se conforment pas aux règles. Je disais que les médias transforment la présentation d'événements sportifs. En voici un exemple. Au hockey, on arrête le déroulement de la rencontre 3 fois au cours de la même période afin de permettre aux télédiffuseurs de procéder à des pauses commerciales.
Ça permet aussi la diffusion de messages publicitaires ou de concours à l'intérieur de l'amphithéâtre. La stratégie de jeu s'en trouve automatiquement affectée. Pourquoi? Parce que les entraîneurs gèrent maintenant le temps d'utilisation d'un joueur ou de plusieurs joueurs très différemment. La formule de bris d'égalité au tennis a été créée en fonction des demandes de la télévision. Il n'y a pas un réseau qui serait permis ou serait aventuré à présenter un match qui aurait pu durer 5 heures. À la limite, un match relevé de finale d'un grand chelem, et sûrement pas, en tout cas, une rencontre de qualification d'un tournoi quelconque. L'une des principales raisons qui font que le football américain est un spectacle si populaire tient au fait qu'il répond parfaitement et à plusieurs égards aux critères de base de la mise en scène télévisuelle. La surface de jeu où se déroule l'action est très délimitée par les caméras. Le déroulement du jeu est lent. Les séquences de jeu permettent de donner les explications requises pour la compréhension des amateurs. En ajoutant quelques artifices, on en est venu à présenter un divertissement qui, dimanche après dimanche, a conquis l'Amérique. À certains égards, et bien que je n'apprécie pas vraiment l'appellation, l'information générale a souvent copié. À écouter certains bulletins, à analyser certains topos et en scrutant plus en détail les récits qu'on tire des infos, à se demander si parfois la vie n'est pas faite de 3 périodes et qu'essentiellement la faute est toujours celle des arbitres. Donc, à chacun sa mise en scène. Une petite parenthèse aussi sur les comparaisons entre information générale et journaliste sportif. Complaisance et manque d'objectivité sont deux termes souvent utilisés par ceux qui considèrent la profession de journaliste sportif comme un rassemblement de porte-parole du mouvement. Pourtant, quand on y regarde de plus près, les réputés secteurs que sont les secteurs politiques, économiques et artistiques comptent autant de figurants pour y tenir autant de rôles. Est-ce qu'on doute alors de la valeur des informations qui sont véhiculées par ces individus? Est-ce qu'ils ne sont pas les porte-parole de quelques partis politiques, de quelques institutions financières ou quelques promoteurs de tournées musicales dont ils arboraient les couleurs dans un passé récent? Les ex-politiciens, ex-économistes, ex-metteurs en scène sont-ils plus crédibles que d'anciens entraîneurs ou d'anciens athlètes professionnels? Est-ce qu'ils vont réellement dévoiler certaines informations, quitte à ce que ça puisse les exclure des coulisses des parlements, des banques ou encore des salles de spectacle? Il semble aussi que l'exagération de style, si souvent condamnée dans la presse sportive, ait contaminé une bonne partie de la profession. Nous avons assisté depuis un certain nombre d'années à une prolifération de l'utilisation de superlatifs. Il n'y a plus rien d'ordinaire, de normal, de régulier. Tout est plus, tout est super, tout est extra. Est-ce que la recherche de meilleurs résultats sur l'audimat pour des codes d'écoute ou au tirage aurait provoqué cette transformation? Trop de lyrisme dans le discours sportif? Oui. À vouloir glorifier des champions, à les déifier, il importait d'utiliser les mots appropriés afin de les aider à rejoindre ce statut de demi-dieu qu'on leur a trop souvent, beaucoup trop souvent accordé. Pourtant, quand on porte plus attention au récit sportif, on s'aperçoit que son approche est simple, traditionnelle. Ce sont les prises de position exagérées
qui ont conduit à un langage explosif. Souvent, le direct va favoriser l'utilisation de mots chocs, de formules consacrées qui vont déformer l'analyse. L'instantanéité n'est pas un coussin sur lequel les journalistes sportifs peuvent toujours s'installer confortablement. J'ose à peine dresser la liste des clichés qui sont utilisés pour les récits sportifs. Et n'allez pas croire que je n'en fais pas usage à l'occasion. Des foutus béquilles dont l'utilisation est cependant inacceptable. Je cite un jeune collègue qui avait autrefois tenté sa chance sur les pistes d'athlétisme et qui avait attiré mon attention sur l'expression « se contenter de la deuxième position ». Le sportif ne se contente jamais de la défaite. Il l'encaisse, il la subit, mais il ne s'en contente pas. Il m'apparaît important aussi d'utiliser un langage qui permettra de remettre le sport-spectacle dans une juste perspective. Les expressions guerrières, cruelles, barbares et brutales sont omniprésentes dans le vocabulaire sportif. Je sais que le sport a puisé certaines de ses racines auprès des militaires, que certaines surfaces de jeu donnent souvent l'impression de ressembler à des champs de bataille. Mais ces locutions sont-elles vraiment nécessaires pour décrire le déroulement d'un match? Il me semble que ça donne davantage l'impression qu'on est à court de mots, qui soient susceptibles de permettre la compréhension du jeu ou encore de mieux suivre le déroulement de l'action. De plus, à force de vouloir continuellement remettre en valeur un exploit sportif, on a utilisé à outrance les mots champion, légende, héros, record, exploit, rêve et histoire. Ces mots, aujourd'hui, n'ont plus aucune valeur. De nos jours, une petite brindille d'excellence requiert aussitôt l'utilisation de superlatifs qu'on a peine à conjuguer. Tiger Woods, cruellement, s'est rendu compte que tous ces mots sont interchangeables. Tout comme d'ailleurs les journalistes sportifs qui ont la tâche de suivre les activités du golf professionnel. D'ailleurs, je reviendrai un peu plus tard sur l'histoire de Tiger Woods, parce qu'il a provoqué des bouleversements spectaculaires dans le milieu journalistique en général. Le mot qui, hélas, domine le vocabulaire sportif n'a toutefois rien à voir avec les notes des juges ou les formidables chronométrages obtenus par des athlètes, par les bolides les plus rapides au monde. Il constitue l'un des principaux irritants du journalisme sportif. Le « je ». Remarquez que le mal n'afflige pas uniquement le journalisme sportif. C'est emparé de la majorité de ceux qui devraient informer, mais qui estiment dorénavant que la définition de l'information est de permettre d'abord et avant tout leurs propres impressions d'un événement, sans pour autant avoir pris le temps auparavant de décrire la dite situation. Je pense que ce fut un excellent match et que les Canadiens méritaient pleinement la victoire. Je suis convaincu que ce fut l'un des meilleurs matchs de l'Impact au cours de la saison. J'étais certain, avant que ne débute la rencontre, que les Alouettes allaient gagner. Maintenant que vous avez privilégié l'opinion et l'intuition, l'information, auriez-vous la délicatesse de nous divulguer au moins le pointage final? Un autre problème du journalisme sportif concerne le débordement des récits. Les raconteurs et rédacteurs se considèrent dorénavant aussi importants, sinon plus, que certains acteurs
dont ils doivent faire connaître les aventures. Lors d'une conférence de presse mise en œuvre afin de permettre à un athlète de livrer ses impressions au terme d'une carrière professionnelle respectable, la première intervention d'un journaliste sportif est allée en ce sens. J'ai été en mesure de suivre ta carrière et je peux affirmer avoir passé de bons moments en ta compagnie. Mais de qui donc le public voulait-il connaître les réactions et les états d'âme? Je me plais à le répéter, particulièrement dans mon rôle d'annonceur auprès des Canadiens de Montréal. J'annonce les buts. Je ne les compte pas. Certains journalistes veulent occuper plus de place que les athlètes dont ils doivent, en principe, décrire ou analyser les performances. Certains individus qui œuvrent dans le domaine de l'information peuvent pleinement revendiquer le statut de personnage public, comme l'a bien exprimé d'ailleurs Bernard de Rome dans le 30. Star? Pas vraiment. Vedette? Sûrement, comme l'a justement mentionné Jean-Pierre Desaulniers il y a quelques années. La star occupe un créneau divin, tandis que la vedette est beaucoup plus proche des gens. Le cinéma, par exemple, fabrique des stars. La télé produit des vedettes. Le sport-spectacle produit des stars. Ceux qui en assument la couverture deviennent-ils systématiquement des vedettes? Est-ce que l'attrait de ce vedettariat, c'est ce qui fait qu'il attire tant de candidats dans cette auguste profession? Est-ce que cette profession, justement, offre suffisamment de perspectives d'avenir pour que sportifs, avocats, ingénieurs, psychologues, vendeurs itinérants tentent d'y trouver leur compte? L'égocentrisme n'est pas sans risque dans ce métier. À trop vouloir se présenter comme l'unique détenteur de la vérité, il faut aussi assumer les corrections qui sont servies ont été très souvent sévères. L'une des plus mémorables revient à Dick Beddoes, chroniqueur au Globe and Mail à une certaine époque. Il avait prédit une victoire facile de l'équipe canadienne lors de la série du siècle en 1972, au hockey sur glace. La traduction libre se lisait un peu comme suit. Mettons que ce sera 8-0 en faveur du Canada. Si les Russes remportent une partie, je mangerai les lambeaux déchiquetés de cette chronique à midi dans un bol de boche sur les marches de l'ambassade de Russie. À sa défense, Beddoes s'est pointé au consulat de l'URSS à Toronto et n'a eu d'autre choix, effectivement, que de ravaler ses mots. Est-ce que son discours est vraiment différent de celui que j'ai entendu il y a quelque temps d'une jeune critique de cinéma qui, du haut de ses 6 mois de temps d'antenne, proclamait haut et fort « C'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma carrière ». Quelques topos, quelques films et quelle carrière. Mais pourquoi est-ce qu'elle se priverait d'une telle remarque, puisque nombre de ses collègues de la presse sportive, issus de la même promotion collégiale ou universitaire, avaient prétendu quelques jours plus tôt n'avoir jamais assisté à des exploits sportifs aussi exceptionnels que ceux qu'ils avaient vus tout récemment. Le journalisme sportif a tristement déteint sur son grand frère. On informe de moins en moins. Dorénavant, il est de mise de faire part de ses impressions. Voilà l'essence de l'information. Ne pas décrire l'événement, mais plutôt ressentir à la première personne du singulier.
Être témoin d'un événement équivaut à être partie prenante de cette actualité que l'on devrait d'abord dépeindre pour ensuite en faire l'analyse. Le nouveau dogme de l'information et de l'information sportive devrait se lire sous l'enseigne suivante. Ne cherchez plus, je suis la vérité. Ceux qui en doutent n'ont rien compris. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs vérités dans le sport-spectacle. La victoire de l'un signifie obligatoirement la défaite de l'autre. La neutralité du récit, sous quelque forme que ce soit, est impossible. Et ça m'est apparu évident il y a quelques semaines lors d'une séance d'enregistrement de l'émission Hockey Planète, diffusée à RDS en marge de la couverture des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010. Il s'agit d'une bonne série qui raconte dans les grandes lignes comment ont été préparées les meilleures équipes en vue du prochain tournoi. On m'a demandé donc d'en faire la narration. Émission 6, la Russie. Une remarque de l'entraîneur Vyacheslav Bykov m'a frappé quand il a fait allusion à la douce revanche des Russes sur le Canada à la suite de la victoire de son équipe lors du championnat du monde disputé à Québec en 2008, puis à Berne, en Suisse, en 2009. Quelle revanche? Sa propre revanche. Il était sur la glace à la mise en jeu, sur la séquence qu'on a vue et revue lors du match final de la Coupe Canada 1987, alors que Gretzky et Lemieux ont combiné leurs efforts pour permettre au Canada d'inscrire la victoire. Si on se place du côté des Russes, 2 fautes ont été commises pour avoir accroché du côté canadien sur la fameuse séquence du but de la victoire. 23 ans ont passé avant que je jette un coup d'œil différent à quelques secondes de jeu. 23 ans à penser qu'il n'y avait rien d'autre à voir que le but de Lemieux sur la même séquence. Je voudrais aussi ce soir aborder le sujet des Jeux olympiques. Dans 16 jours, et pour 16 jours, plus de 3 milliards de personnes sur la planète suivront le déroulement des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010. On estime que près de 10 000 personnes recevront une accréditation média afin de couvrir le plus grand rassemblement sportif qui soit. Au Canada seulement, le consortium médiatique de diffusion olympique diffusera plus de 4 800 heures de couverture en 22 langues sur 12 chaînes de télévision officielles, 20 stations de radio officielles et 2 sites web spécialisés. 2250 heures à la télé, 2350 en ligne et 200 à la radio. Quels sont les Jeux olympiques qui ont été les premiers à être diffusés à la télévision? Ceux de Berlin, en 1936. Certaines compétitions avaient en effet été retransmises en différé et en circuit fermé dans certains secteurs de la ville et autres localités, dont Leipzig. En fait, les compétitions sportives ont très tôt suscité l'intérêt des compagnies qui sont impliquées dans le domaine des communications. Exemple, en 1896, on avait installé un télégraphe à la patinoire Victoria de Montréal afin de retransmettre les résultats du match de la Coupe Stanley entre les équipes de Montréal et de Winnipeg. Les avis diffèrent quand vient le temps de déterminer le premier événement sportif retransmis en direct à la télé. Certains croient que l'honneur revient à la firme General Electric, qui a procédé à des tests en diffusant un combat de boxe 28 juillet 1828.
D'autres estiment que la première véritable diffusion d'une manifestation sportive est survenue le 17 mai 1939 à Bakerfield, York, lorsque les équipes des universités Columbia et Princeton se sont affrontées dans un match de baseball. Note intéressante, les visées des réseaux à l'origine de la télévision américaine, CBS, NBC et Dumont, ont suivi un tracé semblable à celui emprunté par les promoteurs du Tour de France qui vendaient pneumatiques et vélos, puisque les réseaux produisaient à la fois des émissions de télévision et fabriquaient des téléviseurs. Pourquoi le sport spectacle a-t-il attiré si rapidement l'attention des entreprises de diffusion lors des premières années de la télévision? D'abord, à cause d'un point de vue technique. Il fallait alors un éclairage vraiment très puissant pour assurer la retransmission des émissions. On trouvait déjà dans les amphithéâtres où étaient présentés les combats de boxe et les combats de lutte. Et l'on allait de même également pour les salles de quilles. Les matchs de baseball et de football disputés à l'extérieur ne causaient aucun problème d'éclairage. Et le soir, d'immenses réflecteurs éclairaient déjà les surfaces de jeu, ce qui facilitait grandement les choses. Il y a un autre facteur qui a énormément favorisé les premiers amours de la télé et du sport-spectacle, c'est que ce type d'émission ne coûtait à peu près rien à produire. Les réseaux de télévision, en effet, n'avaient pas à embaucher aucun acteur, n'avaient pas à embaucher aucun auteur pour écrire le texte, pas plus qu'ils avaient effectivement à bâtir des décors pour présenter les matchs. Pas nécessaire de vous préciser que la situation a changé depuis. La première série d'émissions sportives fut, à la télé, Gillette Cavalcade of Sports, présentée par le réseau NBC à compter de 1944. C'est un combat de boxe chez les poids-plumes Willie Pep et Chalky White qui avaient fait l'effet de la première. Les Jeux olympiques d'hiver de Squaw Valley en 1960 ont été les premiers à être diffusés tels qu'on l'entend aujourd'hui. Le réseau CBS avait présenté une programmation de 15 heures exclusivement sur ces compétitions sportives. Les droits de diffusion avaient été octroyés pour la somme de 50 000 $. Quelques mois plus tard, à Rome, pour les Jeux d'été, 20 heures de reportage avaient été présentées et les droits d'exclusivité avaient été acquis au montant de 394 000 $. La surenchère sur les droits de spectacles sportifs a débuté à la fin des années 1950, à cause de la compétition que se livraient les trois principaux réseaux de télévision des États-Unis, CBS, NBC et ABC. Les dirigeants de cette dernière entreprise ont finalement opté de miser sur une émission qui allait aussi devenir très populaire et qui, dans une certaine mesure, a identifié le réseau ABC comme une autorité en matière de sport. Wide World of Sports fut l'émission phare du réseau qui voulait allier sport, diversité, émotion, grandeur et tragédie humaine. La direction de ABC n'a pas hésité à faire l'acquisition d'images pour quelques centaines de dollars dans les années 1960 et a accepté aussi de payer certains promoteurs afin de s'assurer l'exclusivité de reportage. On a ainsi tissé une toile qui sert aujourd'hui de canevas pour l'industrie du sport-spectacle et de la télévision notamment. Plus intimement liés que jamais, donc, sport-spectacle et médias, à compter de cette époque, ont enregistré des taux de croissance inégalés. Les droits de télévision américaine lors des Jeux d'hiver de Grenoble
en 1968 était de 2,5 millions de dollars. Ceux de Lake Placid en hiver 1980 furent de 15,5 millions de dollars. Ils étaient de 91,5 millions de dollars à Sarajevo en 1984 et sont passés à 309 millions pour les Jeux olympiques d'hiver de Calgary en 1980. En 1998, CBS a déboursé 375 millions pour acquérir les droits de Nagano. 4 ans plus tard, NBC a payé 545 millions pour avoir le droit de présenter les Jeux de Salt Lake City. Et le même réseau a versé 613 millions pour les Jeux de Turin en 2006. Cette année, NBC, encore et toujours, versera 820 millions de dollars au CIO pour avoir le privilège d'être le télédiffuseur américain des Jeux de Vancouver. Pour les Jeux d'été, le taux de croissance a été tout aussi phénoménal. ABC a payé 25 millions pour les droits des Jeux olympiques de Montréal en 1976. 8 ans plus tard, c'est 225 millions que l'on a payé pour les droits des Jeux de Los Angeles. La spirale, en fait, n'a jamais cessé de prendre de l'ampleur. De 705 millions de dollars en l'an 2000 pour les Jeux de Sydney, on est passé à 894 millions de dollars pour les droits des Jeux de Pékin en 2008 et à 1 milliard 181 millions pour les Jeux de Londres en 2012. C'est sans compter ce que les télédiffuseurs européens et asiatiques ont eu à débourser pour l'obtention des droits similaires, et aussi les réseaux canadiens. L'aventure du consortium canadien s'élèvera à environ 200 millions de dollars uniquement pour la couverture de Vancouver 2010. Les droits ont coûté 90 millions pour le Canada. Le reste des sommes a donc été investi pour la rénovation ou la mise en place d'infrastructures. On est en droit de se demander si ça vaut vraiment la peine. La force est d'admettre que oui. Selon TNS Media, CBS et NBC, les réseaux américains auraient malgré tout enregistré des profits de 530 millions de dollars lors de la diffusion des Jeux de Nagano, des Jeux de Salt Lake City et des Jeux de Turin. Les chiffres ont été contestés par plusieurs observateurs qui estiment que les recettes annoncées ont nettement été exagérées. Il en ressort néanmoins que NBC a ainsi établi un climat de confiance auprès de l'auditoire américain pour avoir été le télédiffuseur officiel des Jeux olympiques d'été depuis 1992 et les Jeux d'hiver depuis 1998. Au nombre des avantages d'être détenteur des droits figurent la recherche et l'obtention des plus récentes technologies de transformation et de retransmission d'images et de sons. NBC est donc continuellement à refaire son inventaire de caméras dernier cri et de consoles hautement sophistiquées qui assureront une transmission audio de très grande qualité. Et il en sera de même pour les stations officielles du consortium canadien, dont RDS. Il faut aussi tenir compte que le comité organisateur des Jeux, de concert avec le télédiffuseur officiel du pays hôte, s'engage à fournir la quasi-totalité des productions télévisuelles pour tous les détenteurs de droits, et ce, pour toutes les disciplines et cérémonies protocolaires. La forme du discours du récit sportif n'a pas vraiment changé depuis les débuts de la télé. On décrit sensiblement de la même façon un match de hockey de nos jours qu'on le faisait, par exemple, en 1960. Et c'est vrai pour la presque totalité des sports. Les apports techniques
ont toutefois été nombreux et ont véritablement transformé notre vision du spectacle sportif. Transistors, circuits imprimés, fibre optique, satellites, ce sont que quelques-uns des outils qui ont bouleversé la retransmission des événements sportifs. L'utilisation du ralenti est un parfait exemple du nouveau technologique imputable à la diffusion des matchs sportifs. Les progrès dans ce domaine ont été vraiment spectaculaires. Je cite à titre d'exemple les caméras Konica qui sont utilisées par Swing Vision lors de reportages de golf. Pour l'analyse de l'élan d'un golfeur, on utilise une caméra qui peut produire 1000 images secondes. Pour vérifier l'impact de la face du bâton sur la balle, une autre caméra peut augmenter le chiffre jusqu'à 12 500 images secondes. Lors du tournoi olympique de hockey sur glace à Vancouver, le diffuseur hôte comptera 26 caméras pour retransmettre chaque rencontre. Au Pacific Coliseum, pour les épreuves de patinage artistique et de patinage de vitesse courte piste, 16 caméras accompagneront les athlètes et les entraîneurs dans leurs moindres faits et gestes. La technique d'utilisation de ces caméras est telle qu'elle pourrait, à la limite, donner l'impression que l'on diffuse 3 dimensions. Les nouveautés technologiques ont souvent été utilisées pour la première fois lors des Jeux olympiques. À Montréal, en 1976, les techniciens de la Société Radio-Canada ont développé l'utilisation de caméras portatives qui nous ont permis de suivre le déroulement des épreuves de cyclisme et du marathon en direct. Lors des Jeux olympiques de Calgary en 1988, la caméra sur rail nous a donné l'impression d'être tout juste aux côtés de chaque patineur de vitesse, presque tout autour de l'anneau de vitesse de 400 mètres. Les compétitions de course automobile nous ont habitués depuis bien longtemps à vivre dans le cockpit chaque étape cruciale d'une épreuve de Formule 1. Si on tient compte de la possibilité d'avoir 2, voire 3 caméras dans chaque bolide, les réalisateurs avaient à leur disposition au-delà de 50 caméras pour retransmettre le Grand Prix de Formule 1 de Monaco en 2006. Pour ne pas être en reste, le réseau NBC, qui n'a en fait que l'embarras du choix, n'utilise pas moins de 11 caméras pour couvrir tous les angles du 17e trou du parcours de golf TP at Sawgrass, le trou le plus probablement connu au monde sur la scène du golf et qui ne mesure pourtant que 137 verges, centaines de mètres tout au plus. Je mentionnais tout à l'heure que le discours n'avait que peu changé depuis une cinquantaine d'années. Il faudrait bien que ça change progressivement, grâce notamment à des programmes tels celui de StatsMonkey. Le programme a été mis au point par des étudiants et des professeurs de l'école de journalisme Medill, qui est affiliée à l'université Northwestern, dans l'Illinois, aux États-Unis. Le programme utilise des ordinateurs pour écrire les comptes rendus de matchs de baseball. On a donc rassemblé des statistiques, les notes historiques et les principaux éléments descriptifs du vocabulaire utilisé pour la retransmission des matchs de baseball et on a nourri l'ordinateur. Les résultats obtenus ont été très intéressants. Les textes ainsi rendus ont éclipsé à plusieurs égards les histoires des vétérans rédacteurs pourtant habitués aux tribunes de presse, au point où l'expérience se poursuit dans d'autres disciplines sportives. Humour et sarcasme sont cependant 2 armes redoutables que les journalistes robotisés ne maîtrisent pas encore, mais j'ai l'impression que ça ne devrait tarder. Est-ce donc à dire qu'on va déshumaniser, dis-je, les reportages sportifs pour s'assurer d'objectivité qui semble toujours faire défaut chez les journalistes sportifs? Bien sûr que non. D'ailleurs, nombre d'amateurs de sport
et d'athlètes ont admis que le recours aux outils techniques pour trancher un différend à la suite d'une décision d'un arbitre les rendait inconfortables, comme si l'erreur ne devait pas faire partie de la nature humaine. Lorsque Joanie Rochette et Cynthia Faneuf seront en scène, en finale des compétitions de patinage artistique à Vancouver, est-ce que je devrais avoir un ton neutre et présenter leur performance en compagnie de mon ami Goldberg comme si elles étaient originaires d'un autre pays? Je ne pense pas. De là à y aller de débordements incontrôlés, je pense qu'il y a quand même une limite à respecter. J'ai tenu un rôle bien différent lors des Jeux précédents, Jeux d'hiver, en étant annonceur pour les tournois de hockey masculin et féminin à Nagano, à Salt Lake City, puis à Torino. Mais je n'avais d'autre choix que d'adopter un ton neutre, puisque j'occupais alors un poste d'officiel attitré à la compétition. Je ne vous cacherai pas que je n'ai pas éprouvé une certaine sensation de fierté lors des cérémonies protocolaires lors des Jeux de 2002, en présentant les équipes gagnantes de la médaille d'or du côté canadien. Mais je vous avoue malgré tout avoir, je pense, conservé un ton protocolaire acceptable. Mais l'exercice est le même à chaque édition des Jeux, pour tout autre événement sportif impliquant des athlètes canadiens. Tout est toujours question d'équilibre. Pour reprendre partiellement l'expression de Derez, il faut effectivement savoir naviguer. Fan ou critique? Bien honnêtement, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Sur ce, je voudrais également prendre quelques instants pour aborder l'affaire Tiger Woods, qui a défrayé les manchettes, particulièrement lors des mois de novembre et décembre. Je ne reviendrai pas sur les litigieuses limites qu'on doit observer, que doivent observer les gens des médias dans la couverture d'épisodes semblables. Je voudrais cependant porter à votre attention la réaction des gens et des médias issus du milieu conventionnel et leur prise de position dans la façon dont ils ont suivi l'affaire. Pour la première fois, enfin presque pour la première fois, ce sont les médias dont la crédibilité est clairement établie qui ont été à la remorque de publications ou de sites en ligne qu'on considère généralement comme des poubelles ou des ramassis de potins ou d'images sans grande signification. Une semaine avant que n'éclate grand jour le scandale à la suite d'un accident automobile, le National Enquirer avait déjà fait état des infidélités de Tiger Woods. Le site en ligne et l'émission de télévision TMZ, qui se spécialise dans la couverture des stars de cinéma et qui scrute à la loupe les déplacements des gens riches et célèbres, sont soudainement devenus de précieuses sources d'informations. Dans plusieurs entrevues des principales personnes impliquées dans les écarts de conduite du golfeur. De quoi, en tout cas, bouleverser profondément les bases de la majorité des écoles de journalisme aux États-Unis. Plusieurs auteurs, tant en Europe qu'en Amérique, n'hésitent pas occasionnellement à écrire des articles concernant le sport et les vedettes sportives. Avec des styles d'écriture adaptés à une réalité différente, ça arrive très souvent à dépeindre les athlètes comme peu de journalistes sportifs sont en mesure de le faire. Peut-être à cause du recul, peut-être est-ce que parce que les sportifs leur racontent des choses d'une façon différente, peut-être est-ce que justement ils les voient différemment. Mais cette époque, pour plusieurs, est maintenant révolue. Parce que de plus en plus de grands sportifs font partie d'une tribu qui vit dans un univers et selon des règles qui sont totalement différentes des nôtres. Fini le temps des rendez-vous faciles au coin d'une table pour prendre des notes. Encore plus loin, le temps
d'une journée entière à parler à peu près de tout et de rien pour dresser un portrait différent d'un sportif que le public voulait pourtant découvrir des angles différents. Une barrière d'intermédiaire se dresse maintenant autour des vedettes sportives afin de gérer ce qui doit être dit, ce qui doit être vu. Le temps dorénavant est aux images de marque, créer une image, vendre une image. Et il est devenu facile de le faire soi-même, ou à la limite, d'embaucher quelqu'un pour le faire. Le triste chapitre des infidélités de Woods et des répercussions que cela a pu avoir sur le déroulement de sa carrière a fait la preuve que nous ne connaissions pas du tout Tiger Woods, malgré toutes les heures de reportages qui ont été diffusées à son sujet. Malgré tous les profils qu'on a pu écrire et produire, malgré la montagne de statistiques qu'on a accumulées à la suite de ses exploits sportifs. Il est une chose que nous devons faire plus que jamais en tant que journalistes sportifs, c'est de freiner nos élans de passion et d'établir une nouvelle ligne de communication à tenir compte des nouvelles réalités, tant pour les athlètes que pour le public. Là-dessus, je vous remercie. Je vais prendre le temps de quelques questions, soit dans la salle ou par Internet. Dans la salle, juste faites-moi signe, je vous approcherai le micro pour le bénéfice de tous qui sont à distance. On a une question ici, je vous écoute. Vous avez parlé des médias sportifs qui utilisent des superlatifs un petit peu exagérés. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui fait qu'il y a autant d'obsession des fans, comme à Montréal, c'est le hockey, aux États-Unis, il y a le football, Tiger Woods qui était vu comme un justement demi-dieu, mais finalement qui n'était pas si parfait que ça? Je pense que l'utilisation des superlatifs a fait en sorte qu'on a exagéré, et de beaucoup, la valeur des êtres humains et des personnes qui sont dissimulées derrière les performances sportives. Les performances sportives sont une chose et les êtres humains qu'on a transformés en sont une autre. Mais il est évident, et je pense que l'exemple de Tiger Woods est très clair là-dessus, on s'est permis d'écrire et de dire des choses à propos de quelqu'un que nous ne connaissions pas. Et je pense que ça peut s'appliquer à la majorité des athlètes qu'on voit à la télé, dans le cadre de reportages et dont on entend parler à la radio, ou dont on lit les exploits dans des magazines ou des journaux. Ces gens-là, nous ne les connaissons pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on irait déifier la sorte? Et remarquez qu'on n'est pas les seuls, parce que dans l'Antiquité, ils ont fait exactement la même chose. Comme quoi, on n'a pas appris grand-chose. Est-ce qu'on a une question par Internet? Oui, je vais y aller. Comment le journaliste sportif qui couvre le hockey, par exemple, fait-il pour demeurer objectif lorsqu'il voyage continuellement avec les mêmes joueurs, les mêmes entraîneurs? En politique, par exemple, les journalistes qui couvrent une campagne électorale changent d'autobus en cours de campagne pour éviter de tomber dans la subjectivité. Les gens qui suivent régulièrement les activités pour les journaux sont interchangeables maintenant, vous me permettrez, vous me passerez l'expression. Auparavant, il y avait un journaliste attitré à la couverture des Canadiens de Montréal, uniquement un. Maintenant, il y en a plusieurs. Il faut comprendre qu'ils ont probablement un rôle différent de ceux qui sont attitrés à la couverture télévisuelle. Et au niveau de la production, de la reproduction du spectacle comme tel à la radio et à la télévision. À titre d'exemple, ceux qui sont affectés à la couverture ARDS changent. Pierre Houde et Benoît Brunet, eux, sont concentrés sur la présentation du match comme tel. Et Luc Gélina et Renaud Lavoie vont en alternance suivre les matchs. Il n'y a beaucoup. Je regardais tout récemment un reportage sur les gens qui, à l'époque, accompagnaient les différents présidents français dans leurs déplacements. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre ceux qui étaient auprès de Mitterrand ou des autres présidents français
et ceux qui sont près des équipes de baseball, de football et de hockey. Il y a effectivement des gens que l'on doit côtoyer, mais il y a quand même une certaine forme. Quand on dit objectivité, moi, je persiste à dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Le journaliste qui va écrire son papier, qui va faire son reportage à la suite d'un match, peut se sentir, entre guillemets, bousculé parce qu'il est quotidiennement confronté à Georges Larac ou à un autre joueur du club de hockey canadien. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ils ont un travail à faire et ils le font bien, au même titre que ceux, je donne l'exemple, qui peuvent accompagner les politiciens dans le cadre d'une conférence, d'une campagne électorale ou au quotidien au Parlement. Encore à moi, chanceux. Une autre question en provenance d'Internet. Avec la décroissance de la présence du sport spectacle à la radio, est-ce que l'Internet et les médias sociaux peuvent devenir, avec la mobilité, un lieu de remplacement de diffusion qui pourrait être moins coûteux que la télévision? Le problème, effectivement, est de taille. Je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais les coûts deviennent de plus en plus exorbitants pour la retransmission d'événements sportifs. Ça ne fait aucun sens. Souvent, les gens vont dire pourquoi est-ce qu'au golf, notamment, à RDS ne joue pas sur les lieux de compétition? Les coûts sont faramineux, ne serait-ce que pour établir la communication entre Montréal et Toronto à l'occasion de l'Omnium canadien présenté à Glen Abbey, par exemple. On parle de plusieurs milliers de dollars, ne serait-ce que pour établir le lien audio. Alors, il est certain que si on commence à se promener un peu partout à travers la planète pour suivre les déroulements des compétitions du golf professionnel et qu'on fait la même chose dans le domaine du baseball, du hockey, ça va devenir impensable et invivable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a d'une douzaine de stations officielles, de stations de télé qui sont engagées dans le consortium olympique pour justement alléger un tant soit peu la facture qui est colossale du côté des engagements techniques et qui nécessite des dépenses absolument extraordinaires. Le nombre de personnes qu'on doit transporter de Montréal à Vancouver, ne serait-ce que pour la télé francophone, comme on l'a fait d'ailleurs au fil des ans du côté de Radio-Canada ou encore de TVA, la facture s'élève à des milliers et des milliers de dollars. Alors effectivement, sur le plan technique, bien sûr que les nouvelles technologies vont faire en sorte qu'inévitablement, on va devoir se repositionner tant du côté de la télé que du côté de la radio ou encore des... C'est une question dans la salle encore. Parler d'objectivité. Avec les Olympiques qui s'en viennent, est-ce que vous croyez que le rôle de la personne qui fait la description ou les analyses sportives dans un contexte comme les Olympiques, où c'est le nationalisme qui est un peu en jeu, est-ce que l'animateur, le commentateur sportif a un rôle différent? Est-ce qu'il doit jouer le rôle de démontrer un certain nationalisme versus être fan d'une équipe sportive? C'est ce que je disais, c'est particulièrement complexe. Je pense que tout est dans la notion d'équilibre. Si, par exemple, je présente Joanie Rochette, simplement, sans aucun artifice, au même titre que je présente une athlète de la Suisse ou des États-Unis ou d'un autre pays, je pense que les gens les téléspectateurs vont dire, mais pourquoi donc est-ce qu'il ne la présente pas avec un peu plus d'enthousiasme puisque c'est une fille de chez nous? Je peux assurément dire, mesdames, messieurs, tout est en place. Voici maintenant Joanie Rochette ou Cynthia Faneuf, du Canada. Il est certain que mon rôle d'animateur, là, et Goldberg et moi, on le sait très bien, on va marcher sur des œufs, puisqu'il nous faut sentir et mettre la table pour qu'on puisse capter l'attention de nos téléspectateurs. Alain ne changera pas sa façon de juger la performance, même si c'est celle de Cynthia Faneuf ou de Joanie Rochette. Il sera peut-être déçu à la place des athlètes. J'imagine un scénario X avec sa voix, puis on avait développé ce style-là à l'île à mer. Chuchotement, chuchotement, chuchotement. Réussi! Ah non, dommage. Dommage, 5 points.
là, il y a effectivement une interprétation qui sera sûrement différente comparativement aux performances offertes par les patineurs des pays étrangers. Mais si on se retrouve devant une performance éblouissante, comme ça avait été le cas, par exemple, de Tourville et Dean lors des Jeux de Sarajevo en 1984, avec la musique du Boléro de Ravel, ils avaient obtenu des notes de 10 à la grandeur. 10 non, parce qu'à l'époque, ce n'était pas ces notes-là pour le patinage, mais peu importe. On devait s'exclamer et dire qu'effectivement, ces deux patineurs-là avaient atteint la perfection, tout comme les gens l'ont fait lors des Jeux olympiques de 1976, quand on a vu arriver une note parfaite de Nadia Comaneci en gymnastique. Comme, à un moment donné, on peut voir une performance exceptionnelle, quelqu'un qui réussit ou qui établit une nouvelle marque, il va y avoir certainement là une émotion différente. On ne peut pas rester indifférent devant la qualité de l'exploit et de la performance. Davantage si la performance est offerte par quelqu'un de chez nous. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, regarde par Internet et qui ont beaucoup de questions aussi. Oui, deux questions en une. Avec l'arrivée des chaînes d'information en continu et l'émergence d'Internet, sans oublier les médias sociaux, jusqu'à quel point ceux-ci ont modifié le journalisme sportif et le journalisme en général? Aussi, est-ce que les collèges et universités, selon vous, ont su s'ajuster dans leur formation? Quant à la formation, je l'ignore parce que je vous avoue bien sincèrement que j'essaie autant que faire se peut de suivre les nouveaux programmes et malheureusement, ils sont nombreux et dans la quotidienneté, ça devient difficile là-dessus. Je donnais l'exemple de Stats Monkey tout à l'heure, qui est un programme du côté de Metal avec l'Université Western. Je sais cependant, pour avoir fait l'expérience, c'est-à-dire de revenir à l'université après avoir travaillé un bon bout de temps dans le milieu, que ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai eu le travail que j'avais à faire avec des yeux différents et dans des perspectives différentes. Est-ce que les nouvelles technologies ont changé la façon de voir? Sans aucun doute. Pour vous donner un exemple, en 2000, lors des Jeux olympiques de Sydney, parce qu'il y a toujours une question de droit et une question de propriété, le CIO avait demandé à ce que l'on vérifie de près et de loin quelques 25 000 sites Internet. Ça, on parle de l'an 2000. Je suis convaincu que lors des Jeux de Pékin, les à la hausse, et la vérification de 25 000 sites Internet pour justement voir s'il y avait eu plagiat, utilisation d'images ou de sons, vertu de certaines règles préalablement établies. Alors, c'est certain que ça va changer la donne. Cela étant dit, est-ce que les nouvelles technologies vont, et parlons du journalisme citoyen, est-ce que c'est un autre aspect qui va inévitablement modifier la pratique du journalisme sportif? Est-ce que le journalisme citoyen aujourd'hui est ce que nous avions à une certaine époque lors de la mise en scène des tribunes téléphoniques, des fameuses lignes ouvertes, on me passe ça l'expression? Les gens, ils sont d'abord allés pour émettre leurs opinions. Et puis, lorsqu'on écoute les gens qui y participent maintenant, ils arrivent avec des informations qu'on a récoltées à gauche et à droite et qui se véhiculent maintenant à une vitesse absolument effarante et formidable. Donc, oui, les nouvelles technologies, et oui, tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'on va devoir se réajuster. Et c'est ce que je mentionnais en terminant. On va devoir établir une nouvelle ligne de communication, tant pour le public que pour le sport, spectacle, et puis les athlètes en général. Et si je peux me permettre une petite chose aussi, c'est que je disais que tout à l'heure, le récit sportif avait peu changé. J'espère que je n'ai pas choqué de gens là-dessus. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, et là-dessus, on n'a pas de preuves tangibles, évidemment, mais je suis convaincu qu'à l'époque des Jeux de l'Antiquité, il y avait des Roger Brulotte qui étaient en bordure de piste et qui disaient « Héraclès, Héraclès, Héraclès », comme il y avait aussi des Goldberg qui étaient à proximité, scène de lutte, de la même façon, ou à tout le moins, selon des termes similaires. On n'a pas
réinventer quoi que ce soit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il nous faut, à un moment donné, mettre le pied à terre parce qu'on a l'impression, et les auditeurs, et téléspectateurs et lecteurs ont l'impression que n'importe qui est autorisé à dire n'importe quoi. Et à partir de là, on commence à banaliser l'importance de notre rôle, l'importance de ce que l'on transmet comme information. Et c'est à partir de là qu'à un moment donné, on connaît une situation difficile. Beaucoup d'actions en ligne. Sur un tout autre registre, quel est votre meilleur souvenir de carrière et quant à y être, celui qui vous a laissé le goût le plus amer dans la bouche? Le moment le plus émouvant, celui qui a probablement non seulement transformé ma carrière de journaliste sportif, mais aussi changé en tant qu'être humain, c'est en 1982 et c'était une expérience tout à fait unique et particulière. Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? Pas de Jeux olympiques en 1982. J'ai accompagné la première expédition canadienne à avoir atteint le sommet de l'Everest. J'étais le journaliste francophone qui était affecté à la couverture de l'événement. Et ce fut tout à fait particulier comme expérience. Nous avions, avec les gens de Téléglobe Canada, établi une chaîne de communication qui nous permettait de communiquer pour la première fois en direct depuis le mont Everest jusqu'à Montréal ou jusqu'à New York, puisque les gens de ABC avaient également participé à la couverture de l'événement. Et nous avions, je dis nous, mais en fait, l'expédition a perdu 4 membres, 3 Sherpas et un caméraman à la suite d'une avalanche qui avait touché le camp 1 et le glacier Khumbu. Et inévitablement, quiconque est impliqué dans pareille situation ne voit pas du tout l'avenir de la même façon. D'autant que quand on se retrouve au pied de la plus haute montagne du monde, s'exerce alors une humilité sans borne et quiconque se pense roi et maître du monde à ce moment-là fait fausse route. Et j'ai toujours gardé, je vois encore cette monstrueuse et belle montagne-là, et puis je me dis à chaque fois, il y a quelque chose, j'imagine ce que c'est que de réaliser des exploits absolument extraordinaires et d'être témoin privilégié et de partager cette information-là. Alors, j'essaie de toujours garder en tête, et c'est Yves Letourneau qui a été mon mentor à CKAC pendant des années, un homme absolument extraordinaire qui disait « Souviens-toi de toujours garder tes yeux d'enfant, peu importe l'événement sportif auquel tu assistes. Malgré toute l'expérience, en conservant tes yeux d'enfant, tu vas être en mesure de retransmettre des émotions et une valeur à ce spectacle sportif-là, à nul autre pareil. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je dois retenir. Quant au pire, je vais vous avouer bien sincèrement que je conserve des souvenirs tellement extraordinaires de chacune des couvertures des Jeux olympiques. Il n'y a pas de mauvais moments. En tout cas, j'essaie de les effacer de ma mémoire le plus rapidement possible. On continue par Internet? Oui. Ne pensez-vous pas que dans la plupart du temps, les journalistes qui couvrent le hockey font dans le journalisme spectacle? Croyez-vous qu'à cet égard-là, on peut s'y remédier? Un des problèmes, je pense, en tout cas, c'est que on analyse le sport-spectacle avec les mêmes outils qu'on analyse le sport. Pas du tout la même chose. Le sport comme tel, si on revient aux origines du sport moderne, et là on parle fin 19e siècle, avec l'entrée en scène du baron de Coubertin, est un moyen de transformation sociale, de développement social. Si on suit le match de hockey avec les paramètres du sport comme tel et qu'on oublie tout ce qu'il y a côté sport-spectacle, c'est sûr que ça va choquer des gens.
Mais et j'ai insisté sur le mot sport-spectacle tout au long de l'exposé, parce que si on parle de sport, si on parle de l'outil de développement social, de l'outil de développement pour chaque individu, la situation est... Il n'y a pas de comparaison possible. Impossible de comparer ce que, en tant que joueur de hockey le lundi soir, au parc, avec mes amis à l'extérieur, le hockey que je joue là, et celui qui se joue dans la Ligue nationale de hockey, il y a des galaxies de différence. Le jeu de golf que je pratique est à des années-lumière de ce que fait Tiger Woods. Même si on se retrouve sur le même terrain, avec le même bâton, ce n'est pas pareil. Il y a la pression de la compétition, les spectateurs qui sont là, les caméras, bref, il y a une foule de choses qui sont différentes. On ne peut pas comparer sport et sport-spectacle. C'est impossible. À tout le moins, je le pense. Alors, on va peut-être prendre le temps d'une ou deux dernières questions. On a une ici dans la salle. Comme vous avez une belle expérience des Jeux olympiques, pouvez-vous me dire quel sera le plus grand défi des journalistes qui vont couvrir les Jeux olympiques de Vancouver? Il va en avoir plusieurs. Nous, je disais tout à l'heure, une quarantaine d'heures. Et sans vouloir revenir dans mes notes, 4800 en tout et partout, ne serait-ce que pour le consortium canadien. Vous savez que, parlons de la quarantaine d'heures patinage artistique, c'est beaucoup d'heures. Et 40 heures, veuillez me croire, on peut en dire des bêtises en 40 heures. On peut en dire en 1 minute, mais imaginez-vous dans 40 heures, lorsque pour 1001 raisons, on est bouleversé, il y a une foule de choses à produire techniquement sur la patinoire. Bref. Une des belles leçons que j'ai apprises au tout début de ma carrière, c'était à CKAC à la radio dans les années 70. La salle des nouvelles de CKAC a produit nombre de très bons journalistes. Et à l'époque, celui qui dirigeait le service de l'information avait dit « Quand vous n'avez rien à dire, ne dites rien. » C'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait, parce qu'effectivement, plutôt que de dire des âneries en ondes, ne dites rien, le silence peut parler. Il y a une foule de choses dont on doit se rendre compte, et à la télé, davantage. Et d'où l'importance avec Alain, quand on avait, en 1994, travaillé sur l'élaboration de ce que nous devions faire pour les Jeux olympiques de Lillehammer. On avait travaillé là-dessus, notamment au championnat canadien, qui s'est déroulé à Edmonton. Et puis, je pense qu'on était arrivé à un accord, une harmonie entre les deux, parce qu'il nous faut parler, il nous faut garder le silence, l'élément musique, transmettre l'émotion, transmettre les notes. Et je pense qu'on avait réussi à bien faire l'équilibre à travers tous les éléments avec lesquels on devait travailler. Et souvent, pour le golf, donner cet exemple-là, si j'écoute les Américains, les collègues du réseau américain, je trouve qu'ils parlent trop. Nous sommes devant l'image et on voit très bien que la balle atterrit sur le verre, que c'est un bon coup. Bravo, tant mieux. Eux vont décrire l'action et... Parfait. Moi, je trouve que c'est trop. Nos collègues de la BBC, au contraire, sont exactement l'opposé. 18e coup, 18e trou, 2e coup. C'est tout. Lorsque John McEnroe avait remporté la victoire aux dépens de Bjorn Borg pour ainsi mettre un terme à la domination de Borg à Wimbledon, la victoire avait été
magnifique. Ça avait été un match, un grand match de tennis, tout comme celui de la finale précédente. Le commentateur de la BBC avait si bien résumé le changement de l'époque, la victoire de McEnroe, le départ, en quelque sorte, de Bog. Ce qu'il avait dit, c'est « Ladies and gentlemen, it's over ». Tout le monde a compris le message. Avant que ça soit over, deux questions en provenance des internautes. Comme on le sait tous, il est assez dur de percer dans le métier de journaliste sportif. Comment fait-on pour se démarquer? Je pense que d'abord avoir à l'esprit que nous nous adressons à des gens qu'il nous faut les respecter, respecter le public, respecter les gens dont nous décrivons les performances. Il n'y a rien de pire, je pense, et quand on a fait la Coupe des présidents, pour vous donner l'exemple, la Coupe des présidents présentée au Royal Montréal il y a quelques années, j'avais, en une journée, rencontré les représentants des deux équipes. Alors, de Tiger Woods à Vijay Singh, à Mike Weir, je pense que j'avais enfilé quelque chose comme une quarantaine d'entrevues de 4 à 5 minutes chacune. C'était énorme. Mais j'avais préparé des notes pour chacun des individus, pour chaque situation. Je n'ai pas eu de problème. Si j'arrive devant Woods, que je ne suis pas préparé, que mes questions ne font ni queue ni tête, l'entrevue va se terminer très, très, très rapidement. Si je fais la même chose face au public pour un événement, quel qu'il soit, golf, Jeux olympiques ou autre, les téléspectateurs vont le savoir automatiquement. Si j'écris dans un magazine et que les gens, après 3 paragraphes, se demandent de quoi je parle, ils vont abandonner la lecture automatiquement. Donc, le respect de l'auditoire, le respect des lecteurs, le respect des athlètes. Et je pense que la formule que Yves Letourneau m'a proposée jadis tient encore. Malgré tout, après 35 ans, toujours avoir les yeux d'enfant quand je vais arriver dans l'amphithéâtre Pacific Coliseum, comme ça a été le cas pour les Jeux à l'île-à-mer. Je vais avoir des yeux d'enfant, puis je vais regarder les couleurs, les taches de couleurs qui sont là, y aller avec les sens, y aller avec tout ce qui nous entoure, depuis les bruits jusqu'au silence, et vraiment faire en sorte qu'on sente qu'on fait partie intégrante des événements qu'on présente. Alors, le temps avance, mais on va quand même prendre le temps de 2 dernières questions dans la salle. J'ai une question à savoir si, justement, l'affaire Wood n'aurait pas été un moment privilégié pour les gens, les journalistes sportifs, pour justement se dissocier du potin, se dissocier de l'affaire médiatique, pour dire que, dans le fond, Wood, c'est un grand joueur de golf. On a commenté le golf et on va s'en tenir au golf. Plutôt que de tomber et en rajouter, ce qui, à la fin, va endommager grandement, je pense, la PGA et toute cette industrie-là. Il y a aux États-Unis, et je pense que je ne veux pas m'embarquer là parce que j'avais fait des recherches là-dessus avant d'écrire justement sur le cas de Tiger Woods, mais il y a à l'intérieur même du système américain de droit, et on fait référence au premier amendement, et les lois de cet État obligent, dans une certaine mesure, les médias à livrer des informations dès qu'elles sont susceptibles d'être d'intérêt public et non pas d'être de l'intérêt d'un public. Voilà donc toute la différence. Woods étant ce qu'il est, un personnage plus grand que nature, l'accident automobile était effectivement un fait que l'on devait porter à l'attention du public. Ce qui a provoqué
le départ précipité de Woods de son domicile et dans une certaine mesure l'accident est une toute autre histoire. Et c'est tout à l'heure quand je disais que les limites litigieuses entre ce qui doit être et ce qui doit toujours être vie privée et vie publique, c'est très mince. Mais je suis d'accord avec vous que, et la plupart des journalistes américains ont fait le mea culpa, c'est que dorénavant, les fabricants d'images vont devoir passer 2 fois plutôt qu'une avant de nous vendre quelqu'un que l'on va encenser. Nous allons effectivement parler des exploits sportifs sans aucun problème, puisque c'est là le rôle que nous avons à faire. L'autre partie du personnage, ça, c'est une toute autre histoire. Mais moi, je vais avoir beaucoup de réserves dorénavant avant de faire passer des messages et que moi, je suis obligé de les retransmettre au public. Je pense qu'on a retenu la leçon. Dernière question en guise de conclusion par un internaute. Oui, croyez-vous que les journalistes et ou commentateurs peuvent, par leurs commentaires, faire ou défaire la carrière d'un athlète? Tout à fait. Tout à fait. Et ça se fait régulièrement. Athlète, entraîneur, lorsqu'on veut vraiment faire en sorte que quelqu'un soit exclu d'une équipe, d'une ville, d'une profession, ça se fait très régulièrement. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose qu'on souhaite, mais les exemples sont nombreux à Montréal. Je pense qu'on avait parlé de Larry Parrish, qui avait été à l'époque, donné cet exemple-là avec les Expos, balayé littéralement hors de la ville de Montréal. Est-ce que le même vent n'a pas soufflé dans une certaine mesure dans le dos de Sakou Koivu pour qu'il quitte Montréal après tant d'années avec les Canadiens? Est-ce que c'était souhaité par l'ensemble des membres de la presse sportive? Probablement que non, mais certains y ont des efforts un peu plus que l'habitude, ça j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Je pense que ça conclut notre exposition. Le plaisir fut pour moi. Merci.